bonjour à tous. Alors, je suis très sensible à votre invitation, d'autant plus que j'ai dans ma famille un grand-père, que je n'ai pas connu par définition puisqu'il est mort en 1944, au moment de la libération de Montluçon, qui était en fait résistant, qui était FFI, et qui est vraiment une image pour ma mère, une image extrêmement importante, et qui est dans le Métron. Il y a, vous savez, le dictionnaire biographique, et donc il y a sa biographie dans le Métron, Armand Godon. Voilà. Alors, et puis je regardais tout en vous écoutant la liste des grands ligueurs, pour certains, qui ont été des grands résistants pour beaucoup, donc Pierre Brossolette, Robert Lacoste, André Philippe, Georges Boris, Georges Gombault, Henri Laugier, Frédéric Joliot-Curie, Paul Rivet, Albert Bayet, voilà, toute une série quand même de... Et Jean Moulin, on ne sait pas s'il était ligueur, mais son père était ligueur, voilà. Et puis évidemment Victor Bache, assassiné en 1944 avec son épouse par la milice. Voilà. Alors je vais commencer en fait par déjà vous dire comment je suis arrivé à travailler sur la Ligue des droits de l'homme. C'est vraiment par pur hasard. C'est-à-dire que j'étais étudiant et je cherchais c'était à l'époque la maîtrise d'histoire, et je cherchais un sujet. Donc mon professeur était René Raymond. Et il avait été sollicité par un ancien responsable de la Ligue des droits de l'homme, qui a été même vice-président de la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelait Roger Pinto, qui était un juriste, et qui lui a dit qu'il n'y avait rien sur une association qui s'appelait la LORS, Ligue d'action universitaire républicaine et socialiste, qui était une association d'étudiants qui avait été cofondée notamment par Pierre Mendès France en 1924, Mendès France est arrivé un petit peu après, et donc je me suis lancé sur cette association qui était devenue le cercle d'étudiants de la Ligue des droits de l'homme, parce que la Ligue des droits de l'homme fonctionne par section, mais elle avait une exception, c'était d'avoir ce cercle d'étudiants qui en fait s'est intégré à la LDH, à la Ligue des droits de l'homme, au tout début des années 30, mais qui a eu une existence autonome avant. Et puis dans un deuxième temps, voilà, il m'a dit, reprenez le sujet, une fois que j'avais soutenu mon mémoire de maîtrise, reprenez le sujet, qui avait été déposé par Jean-Pierre Rioux, un historien, mais qui devait faire son sujet jusqu'en 1958. Et donc face à l'ampleur de la tâche, avec mon directeur de thèse, donc, qui était Serge Bernstein, on a décidé de circonscrire le sujet à 1940 en fait. Donc j'ai même pas travaillé au moment de ma thèse sur la Ligue des droits de l'homme pendant la Seconde Guerre mondiale, donc collaboration et résistance. Mais on en parlera un petit peu, parce que depuis j'ai retravaillé, j'ai même encore récemment découvert des choses. Alors, on a du mal à connecter l'ordinateur à l'écran, etc. Mais donc j'avais prévu des images, mais ces images, de toute façon, vous pouvez les trouver, puisque je les avais récupérées, sur le site d'une exposition virtuelle. Donc vous tapez en fait sur votre moteur de recherche préféré exposition virtuelle LDH, et normalement la première occurrence c'est le site de la Ligue qui renvoie en fait à cette exposition virtuelle, donc une exposition qui a été constituée en 2018 au moment des 120 ans de l'association, et donc il y a une grosse iconographie, donc ça prend pas mal de temps à la lire, donc il y a des onglets, etc., il faut se promener. Mais elle est vraiment, c'est pas parce que j'ai participé, mais je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Et puis il y a, de manière encore plus intéressante et de manière plus courte, il y a en fait des historiens qui ont fait une vidéo. Alors là, il faut taper LDH, Vigie, parce que le titre c'est Vigie, de leur documentaire. C'est un documentaire d'une vingtaine de minutes. Et Hydre, qui est le nom de l'association, HYDR. Et donc là, les deux blogueurs se filment et montrent beaucoup d'iconographie. Et en fait, c'est une histoire de la Ligue, jusqu'à aujourd'hui, qui est vraiment bien faite. En fait, petite parenthèse, c'est justement à cette occasion qu'ils m'ont contacté par le service communication, parce qu'ils se demandaient, ils ont fait cette vidéo au moment des attaques du ministre de l'Intérieur et de la Première ministre contre la Ligue. Donc ils se sont dit, voilà, qu'est-ce que c'est que la Ligue? Et effectivement, la presse a beaucoup sollicité les historiens de la Ligue à ce moment-là, et donc il s'était posé la question de l'interdiction ou non de la Ligue des droits de l'homme en 1940. Et dans mon esprit, la Ligue des droits de l'homme avait été interdite par Vichy, et en fait non. En fait, elle n'a pas été interdite puisqu'elle n'existait plus, donc il n'y avait plus d'existence matérielle, on en parlera. Vichy n'a pas eu besoin d'interdire la Ligue des droits de l'homme comme d'autres associations. Alors, quand je me suis lancé dans ce travail, jusqu'en 1940, et puis donc j'ai prolongé, mais de manière plus artisanale ultérieurement, il y avait
à la fois beaucoup de sources et peu de sources. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que la Ligue des droits de l'homme s'est souciée très tôt de son histoire, hein, en faisant des congrès de commémoration, hein, par exemple en 1909, en 1929, hein, donc par rapport au deuxième conseil de guerre, hein, qui va à nouveau condamner Dreyfus, mais dans les conditions qu'on connaît, on en parlera. D'une part, elle a même publié en 1911 un livre sous la plume de son secrétaire général, hein, qui s'appelle L'œuvre de la Ligue des droits de l'homme. Ok, évidemment, hein, puisqu'il est sorti en 1911, il est par définition partiel. Et puis il y a une autre histoire de la Ligue des droits de l'homme par un disciple d'un historien très important à l'époque, et donc ce disciple s'appelle Henri C, c'était un ligueur de Rennes, hein, qui a publié aussi une histoire de la Ligue des droits de l'homme préfacée par Victor Bache. Mais effectivement, l'essentiel de mes sources, en tout cas aux premières années 2000, c'était les bulletins officiels des droits de l'homme. J'en ai apporté un, hein, voilà, celui de 1909, hein, vous voyez ce petit volume. Donc très riche, ces bulletins. Hein. Et puis après, à partir de 1920, il y a eu les cahiers des droits de l'homme, qui sont encore plus riches, en fait, hein, parce que il y a tous les comptes rendus des comités centraux, hein, donc de la direction collégiale. Il y a aussi les congrès, hein, donc, qui se tenaient chaque année, et là c'est un compte rendu sténographique, donc on sait exactement ce que disent tous les participants, en fait, hein, donc on a même des commentaires, hein, quand il y a des moments qui sont un petit peu difficiles. Je vous ai apporté aussi, alors je ne sais pas quand il est, un bulletin d'adhésion, hein, c'est pas pour vous adhérer, hein, donc voilà. Alors je vois là, le nombre d'adhérents, 177 000, répartis en 2500 sections, donc ça veut dire que c'est au début des années 30, hein, je pense, un bulletin d'adhésion du début des années 30. Et puis, voilà, donc ça c'est, en fait, c'est deux sources, un bulletin des droits de l'homme, enfin c'est trois sources, congrès des droits de l'homme, cahier des droits de l'homme, c'est énorme en fait, hein, parce que les cahiers des droits de l'homme, vous voyez, c'est à peu près 1000 pages par an, hein, donc vous voyez, j'avais donc 40 000 pages, hein, donc à peu près à lire. Et puis, il y avait la question des archives de la Ligue des droits de l'homme. Les archives, c'est pas dans la culture de l'association. Et à mon avis, c'est peu dans la culture de beaucoup d'associations, en fait. Hein. Donc, en fait, ces archives ont été saisies par la Gestapo, quand la Gestapo est arrivée à Paris, hein, en juin 40. Elle a fait le tour des principales associations considérées comme antifascistes, la Ligue de l'enseignement, le Grand Orient, la Ligue des droits de l'homme. Donc, elle a saisi les archives, assez facilement d'ailleurs, parce que les cartons étaient déjà prêts, parce que le personnel avait voulu emmener ces archives au sud, hein, donc, mais ils n'ont pas eu le temps au sud de la France. Le secrétaire général était parti, Émile Kahn, hein, donc juif, hein, qui a eu la sagesse de partir assez vite, mais on en reparlera ultérieurement. Et puis, et donc ces archives ont été saisies par la Gestapo. On sait qu'il y a eu une utilisation de ces archives par la Gestapo, puisqu'il y a des enquêtes de la Gestapo dans la région d'Auxerre, de Dijon, hein, donc en zone occupée, hein, pour rechercher essentiellement des juifs, hein, inscrits dans des sections de la Ligue des droits de l'homme. Hein. J'en parlerai, et on a en fait ces questionnaires de la Gestapo qui sont revenus. Donc, c'est assez amusant de voir comment en fait, les présidents de section avaient une méthode de défense qui était assez intéressante. Et puis, après, ces archives de la Ligue des droits de l'homme sont allées à Berlin et ont été récupérées par l'URSS, par les soviétiques, au moment de la prise de Berlin. Donc, elles ont été emmenées en Tchécoslovaquie et elles sont revenues en France au moment de quand on a appelé le retour des trophées de guerre, hein, c'est-à-dire toutes les archives qui avaient été saisies en France en 1940, les archives de Léon Blum, etc., donc les archives de Victor Bache, par exemple. Hein, et ce qui est assez intéressant, c'est que les soviétiques avaient totalement reclassé ces archives. Hein, donc il y avait un inventaire soviétique, un classement soviétique, et il manque des dossiers, donc on sait que jusqu'en 1986, le KGB a utilisé ces archives. Pour rechercher évidemment des anti-soviétiques. Hein. Ces archives maintenant, la Ligue des droits de l'homme en est toujours propriétaire, mais il y a un dépôt qui a été fait à la
BDIC, qui est devenue la Contemporaine, qui est sur le site de Nanterre. Donc il a reclassé ses archives, l'inventaire est en ligne, etc. Et ce sont des archives qui sont très consultées. Quand elles ont été ouvertes, il y a eu beaucoup de recherches sur les fusillés pour l'exemple, sur les réfugiés antifascistes par exemple. Et il y a aussi beaucoup de personnes, à titre individuel, qui vont rechercher pour voir s'il y a des dossiers, puisque la Ligue s'occupait de porter ces dossiers auprès des autorités de la République quand il y avait un réfugié qui n'arrivait pas à obtenir le droit d'être en France. Donc voilà, pour vous dire l'ampleur de ces archives, c'est 452 cartons, donc cartons d'archives, vous voyez, donc c'était vraiment... Donc moi ça m'a énormément stressé quand elles sont venues, parce que je me disais qu'est-ce que je vais découvrir. Alors, politiquement, c'était pas très intéressant, donc il y avait peu de choses, et notamment très peu de correspondances. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup de correspondances, mais finalement, il y en avait assez peu. En revanche, il y avait beaucoup de documents administratifs, financiers, qui étaient aussi intéressants. Voilà pour l'essentiel en ce qui concerne ces archives. Ce qui était aussi dans ces archives, et c'est très intéressant, c'est les 2 derniers congrès de la Ligue qui n'ont jamais été publiés, en 1938 et en 1939, parce que la Ligue des droits de l'homme allait très mal déjà, donc financièrement, elle n'a pas pu faire l'effort de publier ces 2 derniers congrès. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Ce qui est aussi très intéressant dans ces archives, c'est qu'elles sont complétées par des dépôts réguliers. Donc il y a le fonds Henri Noguer qui est sur place, le fonds Jean-Jacques de Félis, un avocat qui a été très important à la Ligue, Zaïd Bouziri, Pierre Stib pour les anticolonialistes, Dominique Guibert a donné aussi ses archives, etc. Donc il y a des archives comme ça qui complètent le fonds de l'association en tant que tel. Et c'est libre d'accès, et c'est pour cela très bien. Alors, sur l'histoire de la Ligue en tant que telle, il faut d'abord rappeler, moi j'aime bien cette formule, la formule de celui qui a été le premier secrétaire général de la Ligue, qui s'appelle Jean Sicari, qui est en fait le gendre du grand intellectuel Ernest Renan. Il ne reste en fait à la Ligue que quelques semaines, parce qu'il est jeune, très occupé par ailleurs, mais il qualifie en fait l'affaire Dreyfus d'affaire par excellence. Et effectivement, la Ligue des droits de l'homme naît de l'affaire Dreyfus, qui est perçue très tôt par cette association comme à la fois un crime militaire et un crime politique. Parce que souvent on la présente comme une irrégularité judiciaire, mais en fait c'est beaucoup plus que cela. C'est en fait un moment qui révèle l'aveuglement de la presse, l'intolérance des foules. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, donc c'est assez bien représenté sur un film qui est très critiquable par ailleurs, le film de Polanski, la scène de la dégradation, donc véritablement un événement bascule qui interroge une République française, une démocratie dans ses valeurs et dans ses principes. Il faut savoir qu'en fait, en 1894, quand Dreyfus est arrêté, la République française est en crise. Donc il ne faut pas avoir une image très positive. Elle est extrêmement divisée. Il y a les suites de la Commune qui sont toujours là. Il y a une menace nationaliste très forte. Il y a des scandales, le scandale de Panama par exemple, des attentats, des manifestations, etc. Et puis un courant antisémite ou des courants antisémites qui sont extrêmement forts, on en reparlera. Donc l'affaire Dreyfus, c'est vraiment une dépression civique. Et en même temps, par rapport à l'histoire de l'association et par rapport à l'histoire des droits de l'homme, c'est en fait une entrée dans la modernité, parce qu'elle met en avant des principes qui restent et des valeurs qui restent extrêmement importants pour nous aujourd'hui. Donc, liberté, égalité, fraternité, j'insiste aussi sur ce troisième élément. Un Dreyfusard important, qui a été ligueur, puis après qui s'est séparé de la Ligue des droits de l'homme, Charles Péguy, disait « plus cette affaire finit, plus elle prouve ». Donc l'idée d'une leçon, en fait. Et c'est vraiment un modèle d'engagement. Vous avez parlé d'être Dreyfusard, le colloque qu'on avait monté avec Gilles Manceron, donc en 2006, au moment du 100e anniversaire de l'arrêt de la Cour de cassation qui réhabilite Dreyfus et qui ne renvoie pas Dreyfus, parce qu'elle aurait dû le faire devant une nouvelle juridiction. C'est la seule fois où la Cour de cassation ne renvoie pas, en fait, dans l'histoire de la juridiction. Donc le modèle Dreyfusard. En pensant à Dreyfus, je pense à... Moi, j'ai redécouvert, parce que j'avais emmené mes élèves de lycée,
mais c'était il y a 15 ans, et j'ai redécouvert à l'automne un lieu qui est vraiment magique, qui est la Maison Zola, et qui est maintenant annexé, enfin il y a une annexe avec le musée Dreyfus. Si vous avez l'occasion, à Médan, c'est vraiment superbe. Hein, donc elle a été vraiment reconstituée telle que Zola y habitait. Et ils ont d'ailleurs d'autres projets, ils vont refaire la serre, etc., hein, donc dans les jardins. Et puis il y a ce musée Dreyfus hein, qui est vraiment impressionnant, et à mon avis qu'on ne peut visiter qu'avec un guide, hein, parce que sinon, parce qu'il met vraiment l'accent sur l'antisémitisme avec des caricatures qui pourraient être mal prises aujourd'hui. Donc cette affaire Dreyfus, elle pose des questions qui demeurent actuelles et qui sont reprises par la Ligue en termes de droit, de justice, d'engagement, de place des corps intermédiaires, hein, comme la Ligue des droits de l'homme l'a été. Souvent les historiens mettent en avant un adjectif qui est celui de Dreyfusard, et ils ajoutent un autre adjectif qui est de Dreyfusiste, hein, c'est-à-dire ceux qui extrapolent l'affaire Dreyfus hein, pour continuer le combat. C'est vraiment le cas de l'association. Cela dit, si l'affaire Dreyfus est révélatrice et en même temps accélératrice de droit, elle permet aussi donc des prises de conscience et notamment donc la création de aujourd'hui l'une des plus vieilles associations en fait en France, hein, la Ligue de l'enseignement est plus ancienne, mais la plus vieille association généraliste, hein, donc de défense des droits, la Ligue des droits de l'homme, donc 126 ans d'existence cette année, donc là nous sommes le 14 mars. Elle a été pensée au moment du procès Zola en février et elle pourrait fêter en fait, son 126e anniversaire le 4 juin, hein, puisque c'est la naissance officielle. Et elle met en avant des droits universels, indivisibles et à rendre effectifs. Hein, la question aussi de l'effectivité des droits. Léon Blum, qui a été un ligueur, qui a été membre de la Ligue des droits de l'homme, est venu à son congrès après le Front populaire en 1937. Et c'est là où il a cette formule, il dit que la Ligue des droits de l'homme est un monument constitutif de la République. Hein, j'aime bien cette formule hein, parce que ça montre l'importance de l'association. Donc je parlais tout à l'heure des archives qui sont à Nanterre, donc à la contemporaine. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir, par exemple, comment la Ligue des droits de l'homme produisait des certificats de républicanisme. Hein, c'est-à-dire que quand un réfugié s'adressait à elle, elle menait une petite enquête, en fait, et effectivement, parce qu'il y avait aussi des faux réfugiés, hein, donc... elle s'adressait au ministère de l'Intérieur et généralement le dossier était validé du fait qu'il avait été validé par la Ligue. Hein, donc c'est vraiment intéressant. À son apogée, l'association réunit à peu près 180 000 membres. Hein, donc vous voyez, c'est vraiment une association de masse. Elle est répartie dans environ 2500 sections, un peu moins. Sur le territoire hexagonal, au-delà, elle a des sections donc, à l'étranger, une centaine de fédérations départementales. Donc il y a vraiment un maillage extrêmement important. Et j'ai évoqué tout à l'heure son audience. Ce qui est aussi intéressant en guise d'introduction, c'est qu'elle produit un discours, mais pas seulement en fait. Hein. Donc elle n'est pas uniquement dans la rhétorique. Elle propose des réformes, j'en donnerai des exemples. Elle infléchit des actions. Gouvernementale notamment. Donc c'est un modèle d'engagement qui est vraiment intéressant, qui n'est pas uniquement une posture hein, éthique, morale, hein, il y a vraiment un engagement en politique dans l'espace public. En même temps, c'est un rassemblement extrêmement pluriel, donc qui a toujours connu des crises. Hein, et c'est un rassemblement extrêmement évolutif, ça, on en parlera. À sa fondation, elle est créée par des savants, des juristes, des médecins, des syndicalistes, des coopérateurs. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus des avocats, des enseignants, hein, qui sont à sa tête, dans sa direction collégiale. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir ces hommes qui l'ont traversé. Il y a vraiment des itinéraires intéressants, hein, avec même des zones d'ombre hein, pour certains. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme c'est un mouvement, c'est un lieu de sociabilité où les gens se rencontrent, hein, puisque c'est vraiment une organisation centrale. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de d'hommes qui sont multicartes, hein, qui vont un peu militer à la Ligue, mais plutôt adhérer à la Ligue, et puis plutôt militer à la SFIO, au Parti radical par exemple. Et ce qui est aussi intéressant, c'est comment elle a participé à l'inscription des droits de l'homme dans la culture politique, hein, ce qui n'est pas évident du tout. Dernière chose à préciser, c'est que ces hommes de bonne volonté, en quelque sorte,
sont vraiment à l'articulation du politique, au sens donc noble du mot politique, et de la politique. Hein. Il y a aussi un aspect politique, politicienne, hein, on le reverra, même si des bornes ont été mises par l'association notamment. Alors, j'ai prévu 9 points, hein, donc, enfin 10 points, mais le premier sur les archives, je l'ai déjà dit, pour éviter de faire un plan en 3 parties, 3 sous-parties, etc. En quelque sorte, les 9 fils rouges, en quelque sorte, à retenir de l'histoire de l'association. D'abord, l'affaire Dreyfus, j'en ai parlé, comme matrice, hein, comme moment de convergence, autour du capitaine Dreyfus, hein, qui a fait partie des droits de l'homme, hein, qui a adhéré à la Ligue des droits de l'homme, pas immédiatement, hein, donc, mais quelques années après l'arrêt de la Cour de cassation. Elle est conçue au moment du procès Zola, hein, parce qu'au procès Zola, il y a de futurs grands ligueurs, hein, qui sont des témoins, comme Ludovic Rarieux par exemple. Hein, donc sans doute, à la discussion sur le moment où effectivement l'association est actée dans sa création, sans doute autour du 20 février, hein, donc, avec des personnalités extrêmement diverses. Hein. Donc j'ai parlé de Ludovic Rarieux, avocat, ancien ministre, de la Gironde, originaire des Charentes, etc. Je pourrais prendre un autre exemple, Paul Violet, hein, qui est un professeur de droit catholique, hein, qui fait partie de ce qu'on appelle ces catholiques dreyfusards, hein, qui ne sont pas si nombreux. Hein, donc, et c'est lui qui a rédigé les premiers statuts de la Ligue, en fait. Hein. C'est un juriste qui travaille beaucoup avec l'école des Chartes, hein, donc il a pu rédiger ces statuts. Première assemblée générale le 4 juin 1898. Une première assemblée générale et un manifeste qui est important, hein, où clairement l'extrapolation de l'affaire Dreyfus est marquée, hein, dans ce manifeste. La présidence de l'association revient à Ludovic Rarieux. Il y a des hésitations d'ailleurs, hein, parce que il y a un grand Dreyfusard, mais qui a un cancer de la gorge, qui va mourir en 1899, qui est sollicité, c'est Victor Schreier-Kessner, hein, vice-président du Sénat, un protestant et vraiment une figure morale de la République à l'époque, un sénateur inamovible. Donc il n'est pas choisi. Il y a Joseph Reynac, hein, donc, qui a écrit une histoire d'affaire Dreyfus, mais qui avait été un peu mouillé, lui et sa famille, dans le scandale de Panama, et puis qui vraiment fait partie, parce qu'il est juif, hein, des cibles des nationalistes et des antisémites, et donc c'est Ludovic Rarieux qui est choisi. On a une première liste des premiers ligueurs, hein, 370 ligueurs, parce qu'en fait, cette liste est publiée dans l'Aurore, hein, dans le journal qu'a publié aussi J'accuse, et on s'aperçoit qu'on a des étudiants, des journalistes, très peu d'ouvriers. Hein, c'est une association qui, d'emblée, est une association de classe moyenne, en fait. Hein. Alors, pour revenir sur l'affaire Dreyfus, il faut toujours rappeler, hein, c'est qu'il est arrêté parce qu'il est juif. Hein, donc c'est clairement, hein, dit par le directeur des services de renseignement à l'époque. C'est une instruction à charge, hein, qui est faite. Hein, donc ça, généralement, on ne le rappelle pas. C'est ce qui choque, en fait, hein, ceux qui vont fonder la Ligue. Donc sans respect des droits de la défense, avec un dossier secret, hein, qui n'est pas montré ni à l'accusé, ni à son défenseur. Hein. Donc c'est pas uniquement une irrégularité, hein, c'est vraiment un crime judiciaire de la justice militaire, hein, puisqu'il est condamné par un tribunal de guerre, un conseil de guerre en 1894 et puis par un second en 1899. Donc il y a un vrai déni de justice. Et le premier secrétaire général durant quelques semaines écrit à l'époque: un homme, quelle que soit son étiquette politique ou religieuse, a toujours des droits en tant qu'homme, en tant que citoyen. Donc vous savez que Dreyfus finalement est gracié et libéré en 1899, hein, pour pas qu'il retourne au bagne. Il est innocenté, hein, par l'arrêt de la Cour de cassation, hein, l'enquête de la Cour de cassation, et par exemple la Ligue des droits de l'homme participe à la publication de l'enquête de la Cour de cassation. Hein. C'est plusieurs dizaines de volumes, hein, c'est vraiment une enquête extrêmement fouillée, hein, donc de la Chambre criminelle puis après de l'ensemble de la Cour de cassation, hein, donc avec vraiment un courage de la part de cette justice civile, hein, c'était vraiment pas évident. Il est partiellement réhabilité, vous savez qu'il ne retrouve pas le grade qu'il aurait dû avoir, hein, ce qui est le cas de Picard, hein, qui va devenir général. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Alfred Dreyfus quitte l'armée, en fait, hein, très déçu, quitte l'armée.
mais il va d'ailleurs retrouver les armes en 14-18, hein, donc puisqu'il va servir. Cette affaire Dreyfus est le point de départ d'une campagne qui interroge le fonctionnement de la justice militaire, et on reparlera de la place de la Ligue hein, par rapport à cette justice militaire, du commandement de l'armée, de l'État républicain aussi, dans un régime qui se veut démocratique. Elle montre aussi les impasses de la raison d'État. Hein, donc, il y a clairement des critiques hein, contre cette raison d'État qui permet de cacher en fait cette condamnation inique du capitaine Dreyfus. L'affaire Dreyfus, elle naît véritablement en 97. Il est condamné en 94, elle naît véritablement en 97, parce qu'il faut attendre que des hommes se lèvent en fait hein, pour prendre la défense de Dreyfus. Et il y a en fait un homme qui est largement oublié, qui est un anarchiste, écrivain, Bernard Lazare. Donc c'est lui qui va produire le premier mémoire de défense de Dreyfus. Tout à l'heure je parlais de la maison Zola et du musée Dreyfus. Donc il va y en avoir une présentation d'ailleurs hein, dans Droits et Libertés, hein, la revue de la Ligue des droits de l'homme, hein, dans le prochain numéro, je vous incite à acheter, hein, donc il va paraître bientôt. Et ils ont fait un superbe catalogue, un magnifique catalogue sur l'exposition permanente. Et Philippe Auriol, qui dirige le musée, qui est le directeur scientifique du musée Dreyfus, c'est un spécialiste de Bernard Lazare. Hein, il a beaucoup travaillé sur Lazare. Il y a aussi une autre figure, hein, j'en parlais tout à l'heure, Scheurer Kessler, hein, donc, qui va faire une interpellation au Sénat. Hein, donc, il y a évidemment Zola, hein, donc, avec son J'accuse dans l'aurore. Et donc le 13 janvier 1898, le titre n'est pas de Zola, hein, le titre J'accuse est de Clémenceau, en fait, hein, qui était le rédacteur en chef de l'Aurore. Et puis il y a des figures qu'on va retrouver à la Ligue, par exemple une figure comme Émile Duclos, hein, qui est le successeur de Pasteur, qui est une grande figure donc, de la biologie, et qui publie dans Le Siècle. Le Siècle et l'Aurore sont les deux grands journaux dreyfusards à l'époque. Hein. Donc il y en a un qui est un peu plus progressiste, l'Aurore, l'autre plus libéral, Le Siècle, et il va publier ce qu'il appelle ses propos d'un solitaire, où en fait il critique le silence. Et puis il y a aussi toute la série des preuves hein, qui vont faire un volume de Jean Jaurès, en fait, hein, dans la Petite République. Hein, il publie tous ces textes où il montre, en travaillant sur les pièces, donc l'innocence de Dreyfus. Il y a aussi une autre personne qui est importante, qui est le frère d'Alfred Dreyfus, qui est Mathieu Dreyfus, hein, qui abandonne l'entreprise familiale et qui va prendre la défense de son frère. Donc l'affaire Dreyfus en tant que telle. Quand la Ligue naît, à la fin de sa première année, donc fin 1898, elle a 10 000 adhérents. En 1905, elle en a déjà 50 000. Hein, donc vous voyez, une progression très rapide. C'est dans ces moments-là qu'elle se formalise véritablement. Hein, donc avec, à l'époque, c'était le comité central, 36 membres. Donc un rôle essentiel du comité central. Donc ce qui est, à mon avis, plus vraiment le cas aujourd'hui. En revanche, un rôle essentiel aussi du président et du secrétaire général. Hein, donc il y a vraiment un couple là qui est un couple extrêmement important dans l'histoire de la Ligue. Et là, je pense que c'est resté extrêmement important. Ludovic Trarieux, premier président, hein, fondateur, jusqu'en 1903. Il est malade à partir de l'automne 1903. Il va mourir en 1904. Et c'est Francis de Pressensé, hein, donc un disciple de Jean Jaurès, un socialiste, qui le remplace en 1903 et qui reste à la tête de l'association jusqu'en 1914. Hein. Donc, on peut peut-être rapidement évoquer les présidents. Après Francis de Pressensé, c'est Ferdinand Buisson, un membre de la Ligue de l'enseignement, un pédagogue, un protestant, futur prix Nobel de la paix, jusqu'en 1926. Victor Bache, 1926-1944, hein, donc il y a assassinat en 1944. Et après, on va voir, c'est une autre ligue, hein, au sens où elle est très réduite, hein, les présidences se succèdent, mais ce sont des présidents qui ont connu l'affaire Dreyfus. Hein, vous voyez, donc on voit bien le vieillissement de l'association. Hein, Paul Langevin, en 1944, hein, jusqu'en 1946. Justin Sicard de Clausel, qui était en fait un hygiéniste, lui aussi Dreyfusard, hein, vous voyez son âge. Émile Kahn, qui a été le secrétaire général hein, dans les années 30, qui devient président, qui meurt en fonction d'ailleurs en 1958. Et après, il y a un rajeunissement
moins des présidences que en fait, de la direction collégiale avec Daniel Mayer, Henri Noguer, etc. Puis on parlera après des autres présidents. Premier élément, le début d'un mouvement de masse. L'idée aussi d'élargir, en extrapolant l'affaire, les missions. Alors aujourd'hui, la Ligue, elle parle volontiers de mandat, mais à l'époque, elle parlait, jusqu'en 40, de mission. Moi j'aime bien ce terme, il y a un petit côté religion civique, si j'ose dire. Aller au-delà de la défense des libertés, mais aussi passer aux droits sociaux, par exemple. Et ce qui est très important, c'est qu'un élément de sa pérennité, c'est la constitution immédiate d'un service juridique, en fait, qu'on appelait le service du contentieux, qui est devenu le service juridique, qui, en fait, lui permet d'exister concrètement dans le cadre des affaires. Ce qui est aussi intéressant par rapport à l'extrapolation de l'affaire Dreyfus, c'est la question des droits de l'homme et la question, par exemple, de la déclaration des droits de l'homme. Très tôt, la Ligue des droits de l'homme demande l'affichage de la déclaration des droits de l'homme. À chaque fois que moi je vais dans un commissariat et que je vois la déclaration des droits de l'homme, je me dis c'était une revendication dès 1899 de la Ligue des droits de l'homme, qu'elle soit affichée dans les casernes, dans les prisons, dans les commissariats, dans les écoles, partout. Celle de 89, et puis après, elle va demander l'affichage de celle de 93. Mais vraiment, si j'ose dire, sa Bible, avec des guillemets, c'est la déclaration de 1789. Autre élément important par rapport à l'affaire Dreyfus, c'est évidemment la matrice de sa lutte, l'antisémitisme. Dès 1899, au moment par exemple des élections à Alger, elle lance des enquêtes sur l'antisémitisme dans ces 3 départements de l'Empire colonial, et plus largement la lutte contre tous les racismes. Et on en reparlera pour la question aujourd'hui du refus de toute démarche communautaire et de toute posture aussi essentialiste ou ethniciste qu'elle met en avant. En mettant notamment en avant une laïcité qui respecte le pluralisme culturel. Deuxième point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est la question de la démocratie. Quand on regarde toute l'histoire de l'association, au-delà de l'affaire Dreyfus, il y a des moments où elle a vraiment combattu pour le respect des principes démocratiques. Par exemple, 14-18. C'est un élément qui est souvent oublié, c'est-à-dire que pendant la Grande Guerre, le Parlement ne se réunit plus. Et elle va revendiquer sans cesse le retour aux élections, qui est impossible pour l'exécutif en raison des régions occupées, en fait, par l'Allemagne. Elle soutient l'Union sacrée, mais dès 1915, il y a une minorité en son sein, qui déborde d'ailleurs sur une partie de la majorité, qui est critique par rapport à l'effort de guerre. Elle a une œuvre très concrète, de droits de l'homme sociaux en quelque sorte, qui est par exemple l'équité dans la mobilisation. Alors en même temps, c'est là où on voit que c'est une appréciation intelligente des droits de l'homme. Effectivement, elle s'aperçoit que la mobilisation n'est pas équitable. Mais en même temps, elle refuse de dénoncer. Elle reçoit des lettres, ce qu'on appelait les embusqués, ceux qui n'étaient pas appelés pour aller dans les tranchées. Elle refuse en fait de les dénoncer. Vous voyez le principe, toujours. Elle lutte aussi pendant la guerre 14-18 pour la répartition des allocations aux veuves et aux orphelins, aux aides aux réfugiés. Et puis elle s'intéresse aussi, par rapport à cette lutte pour la démocratie, au poids de l'état-major, à l'équilibre des pouvoirs, et elle est très critique contre la censure qu'elle subit elle-même. Par exemple, quand on voit des bulletins de la Ligue des droits de l'homme à partir de 1915, c'est le même format, et il y a des parties totalement blanches, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le secrétaire général refuse de retirer le blanc, il laisse en fait le blanc pour montrer qu'en fait, la Ligue a été censurée, parce qu'elle doit à ce moment-là dénoncer telle ou telle pratique du gouvernement. Évidemment, elle est hostile au contrôle de la correspondance, hostile à l'interdiction de réunion. Autre illustration de sa défense de la démocratie, sa défense de la loi sur les associations, de manière paradoxale d'ailleurs, elle naît avant la loi de 1901, donc c'est une association interdite.
normalement, jusqu'en 1901, la LDH, puisqu'elle dépasse le nombre d'adhérents autorisés, mais elle est finalement, malgré des poursuites, il y a un temps il y a des poursuites contre la Ligue, parce que le gouvernement poursuit les droits de l'homme comme elle poursuit la Ligue des Patriotes. Elle essaye de faire un équilibre, mais finalement l'association perdure. Elle est aussi en soutien à la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, et on oublie toujours que Francis de Pressensé avait proposé un premier projet qui a été la base de ce qui est devenu la loi de séparation des églises et de l'État. Francis de Pressensé, le Jaurésien, a cette formule que j'aime bien. Il dit que la LDH, c'est un commencement d'organisation de la conscience française. Alors, en même temps, je dis, il y a toujours, pour toute association, des moments de crise. Exemple, ce qu'on appelle en fait l'affaire des fiches. Alors, on est en 1904, donc le cléricalisme, comme on dit à l'époque, est très fort. Relayé par des journaux de la droite catholique, donc ce qu'on appelle les Croix, qui a plusieurs diffusions en région, donc on n'y a rien à voir avec la Croix d'aujourd'hui, qui a extrêmement évolué. Et en fait, un député nationaliste soulève un lief, si j'ose dire, c'est qu'il s'aperçoit qu'il y a un système de fiches issu de la franc-maçonnerie pour dénoncer les officiers insuffisamment républicains. Et là, la LDH est très gênée, en fait. Donc, en tout cas, la direction est extrêmement gênée. Il y a une véritable crise de conscience, c'est la formule que va utiliser Peggy, parce que l'organisation, l'association va soutenir le ministre, en fait, qui s'appuyait sur ces fiches pour, entre guillemets, purifier l'armée. On est quand même à quelques années de l'affaire Dreyfus. Et en fait, elle sort de cette crise par le haut, c'est-à-dire en disant on arrête avec les dossiers secrets, plus aucun dossier secret pour tous les fonctionnaires, en fait. Mais ça a créé quand même des remous extrêmement importants. Deuxième élément, c'est une crise sans être une crise. Deuxième exemple, ce qu'on appelle l'affaire des officiers de l'an. C'est-à-dire qu'en fait, au lendemain de la séparation des églises et de l'État, en 1909, des officiers catholiques se rendent à la messe. Et le ministre de l'époque, notamment Clémenceau, va sanctionner ces officiers. Et là, la Ligue des droits de l'homme va dire non, liberté de conscience. Ça, c'est un élément important, mais à l'intérieur de l'association, ceux que j'appellerais les laïcistes, très liés aussi au combat au moment de l'affaire Dreyfus, etc., s'interrogent beaucoup et il y a des départs. Mais l'important, c'est à l'initiative de Pressensé, protestant, d'origine protestante, en tout cas, l'idée de condamner une violation, je cite Pressensé, inadmissible du principe de la liberté de conscience. Toujours par rapport à la question de la démocratie, il y a aussi l'idée de travailler à la justice électorale. Il y a une campagne qu'on oublie un peu, c'est la Ligue des droits de l'homme a toujours porté la représentation proportionnelle. Donc elle a été pas toujours favorable, mais on va le voir pour la question du vote des femmes, au moins aux élections locales, donc sur le principe de l'égalité politique. Elle a aussi beaucoup travaillé sur la rationalisation du travail dans les commissions parlementaires. Elle a poussé à ce qu'il y ait des sessions spécialisées, etc. Donc il y a un véritable travail sur la démocratie parlementaire. Et puis il y a une thématique aussi qui était très importante dans les années 20 et 30 chez elle. Donc c'est la question des puissances d'argent, notamment par rapport à la presse. Et je trouve que ça nous interpelle aujourd'hui, donc par rapport à évidemment ce que vous connaissez. Donc je ne dirai pas autre chose. Voilà. Alors par rapport à l'après 45, dans une autre configuration, donc pour elle-même et comme pour la République, elle a pu dénoncer les dysfonctionnements de la 4e République, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est très peu reconnue dans la logique de la 5e. Donc elle a volontiers parlé de monarchie élective. Si on prend un exemple, elle s'est opposée à la réforme de 62, donc de l'élection du président de la République au suffrage universel. Et par exemple, elle s'est opposée à la réforme de 69 sur la régionalisation, en disant que c'est une fausse régionalisation. Toujours par rapport à la question de la démocratie, toute une série
de condamnation, censure des journaux, des films, interdiction des manifestations, elle s'oppose, tutelle des pouvoirs sur la radio, la RTF, le RTF à l'époque, évidemment elle s'oppose, les écoutes téléphoniques, etc. Donc, et puis à partir de 83, toujours dans le thème de la démocratie, une prise de conscience de la montée de l'extrême droite. Dreux notamment, c'était vraiment une prise de conscience. Comment s'appelle? Je ne me rappelle plus le nom de cette députée. Françoise Gaspard, ouais. Moi, je me rappelle, je travaillais à l'époque sur la LOTS, justement, j'avais eu un coup de fil, donc voilà. Donc il y avait vraiment cette inquiétude par rapport à la montée de l'extrême droite. Sinon, sur la démocratie aussi, très inquiète de l'abstention, très inquiète des scandales, notamment en matière de financement des partis, si on suit. Très favorable aux mesures en matière de parité, évidemment. Hostile, et là c'est d'actualité, donc au cumul des mandats, puisque vous avez vu qu'il y avait une proposition du groupe Horizon, favorable à la responsabilité pénale du président de la République. Voilà un certain nombre d'éléments pour renouer le lien entre les citoyens et la République. Deuxième fil rouge, ou troisième fil rouge, l'école publique, la défense de l'école publique. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est la constance, en tout cas jusqu'en 1940, de l'attachement de la Ligue de l'Homme à la liberté d'enseignement. Quelqu'un comme Ferdinand Buisson, il est hostile au monopole. Il dit qu'il ne peut pas y avoir un enseignement uniquement public. Il est favorable à un enseignement privé à côté, mais qui doit être contrôlé. Là aussi, on retrouve un peu l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu toute la presse qui parle de la question justement du contrôle. En revanche, la LDH est favorable à ce qu'on appelle à l'époque l'école unique, qu'on a tendance un peu à oublier. L'école unique, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait pas un enseignement, il y avait un enseignement primaire de base gratuit, les lois Jules Ferry, mais il y avait un enseignement secondaire qui était coûteux, qui était vraiment réservé à une élite sociale. Donc l'idée, d'aller vers ce qu'on a appelé le collège unique, en fait. Autre élément à retenir, la défense par le biais de cette école publique, d'une république laïque, qui doit, à ses yeux, accueillir la diversité des consciences dans l'égalité des droits. Ces deux aspects sont importants, dans diversité des consciences, dans l'égalité des droits, en travaillant sur une laïcité émancipatrice, en fait, une des principales libertés, en fait, la laïcité. Il y a une formule, je ne me rappelle plus de qui elle est, mais l'idée de refuser la réduction de chaque citoyen à une communauté préétablie, tout refus d'essentialisme. L'État doit rester neutre sans neutraliser la société. Ça, je trouve que c'est une formule qui est assez, qui sonne bien. Après 45, en revanche, mais là c'est un chantier qu'il faut retravailler. Mais en tout cas c'est clair, il y a des critiques contre le financement de l'enseignement privé, donc essentiellement catholique en fait, cet enseignement privé. La Ligue de l'Homme, par exemple, est contre la loi Barranger, elle est contre la loi Debré, elle est contre par exemple la loi Carle. Voilà. Quatrième fil rouge, armée, police, justice. Alors armée, vous devinez que c'est au départ un champ important pour la Ligue, une armée qui doit être républicaine. Il y a des grandes figures militaires qui ont fait partie de l'association, comme le général Sarail, par exemple, qui a proposé une vraie réforme de la justice militaire pour vraiment démocratiser cette justice militaire et la civiliser. La question des conseils de guerre, puisque Dreyfus a été condamné par 2 conseils de guerre. Au départ, la Ligue est hostile aux conseils de guerre en temps de paix, puis après, elle est hostile à tous les conseils de guerre, en fait. Elle n'est pas favorable à l'objection de conscience, quand l'objection de conscience se développe dans les années 30. Mais elle défend les objecteurs de conscience, vous voyez, parce qu'on est dans les années 30 dans la question fascisme-antifascisme, qui véritablement est importante pour elle. La question de l'armée reste importante jusqu'aux années, on va dire, à la fin des années 70, avec notamment la création, et ça a été très important pour son rajeunissement, sa revitalisation, qui est le comité droit et liberté dans l'institution militaire, qui était une structure
associé à la Ligue des droits de l'homme via Henri Noguer, et donc qui a milité notamment pour le droit des appelés, et notamment le droit d'association pour les appelés, le droit au congé, le droit au transport gratuit, le droit à la révocabilité de l'engagement, le droit même à la presse pour les appelés. Moi j'ai fait mon service, oui, petite anecdote, j'ai fait mon service militaire en 86-87 et je me rappelle, j'ai un de mes collègues, pourtant j'étais donc à Saint-Mexan à l'école, donc j'étais ce qu'on appelle scientifique de contingent, je faisais des cours, et un de mes collègues enseignants n'a pas le droit de s'abonner à l'Humanité et de le recevoir à l'école, en fait. Voilà. Autre attention, la police. Et alors là, on peut faire un saut en quelque sorte chronologique très important. Il y a peu d'attention particulière de l'association au départ par rapport aux actes policiers, sauf ce qu'on appelle la police des mœurs, c'est-à-dire le contrôle par la police des prostituées. Où là, il y avait vraiment un certain nombre d'abus, dans le cadre de ce contrôle sanitaire, il y avait un contrôle sanitaire des prostituées. En revanche, à partir des années 50-60, il y a vraiment une critique contre l'utilisation de la police contre les syndicalistes, contre les anticolonialistes. Et là, on va dire depuis les années 80-90, c'est un champ de plus en plus investi, avec d'autres associations, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature par exemple. Arrestation arbitraire, interrogatoire humiliant, poursuite pour outrage et rébellion multipliée, la politique du chiffre, c'est une formule qui est souvent reprise en matière de critique, un appui de la Ligue des droits de l'homme sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, par rapport au dysfonctionnement de ces forces de l'ordre, et là jusqu'à l'actualité, en fait, jusqu'à Sainte-Soline, etc. La justice aussi, pour cette association, c'est évidemment important, fondée par un ancien ministre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très progressiste très tôt. En 1905, elle demande l'inamovibilité des magistrats, elle demande la présence de l'accusé et de son défenseur à toutes les phases de la procédure, dès le début, y compris à partir des premières minutes d'interrogatoire. Elle demande un caractère contradictoire de toutes les mesures d'instruction et d'expertise. Donc là, c'est aussi quand même très novateur, en 1905. Elle demande à ce que toute décision puisse faire l'objet d'un recours en cour d'appel ou d'un recours devant la Cour de cassation. Elle critique le rôle du parquet, donc déjà. Elle critique notamment le fait qu'il y ait avoir des arrestations sur les seuls ordres du parquet. Elle demande une justice collégiale, pas l'unicité du juge. Elle est très critique contre la détention provisoire, comme on disait, en demandant à ce qu'elle soit limitée à 1 mois, en fait, maximum de détention provisoire. Et puis, surtout, dès 1905, elle demande à ce que le ministère de l'Intérieur et ses représentants, par le biais des préfets, ne puissent plus expulser les étrangers, mais qu'il y ait un recours systématique à la justice judiciaire, en fait, donc à l'ordre judiciaire et non pas à l'ordre administratif. Et puis il y a un élément aussi important, dès 1905, elle demande la gratuité de la justice, gratuité absolue de la justice. Alors, ce qui est en même temps, je vous ai dit que parfois elle pouvait penser de manière un peu inattendue du côté de l'opinion publique. En 1945, elle demande la fin de l'internement des suspects de collaboration qui ne sont ni inculpés ni condamnés. Vous voyez l'idée de la liberté, extrêmement importante. Justice d'abattage, donc critique, etc. Et critique aussi plus récemment contre un système judiciaire qu'elle qualifie de précarisé, inégalitaire et répressif, en fait. Donc les moyens de la justice, la question des moyens. Et puis dernier aspect, la prison. La question des politiques pénitentiaires. Donc là, il y a un regard très critique sur la surpopulation et sur la déshumanisation
des prisons. Même le bracelet électronique est critiqué par la Ligue. Alors l'abolition de la peine de mort, c'est une de ces avancées. Mais vous voyez, dans les documents que j'avais prévus, mais finalement ça ne marche pas, j'avais prévu de vous projeter un document, parce qu'il y a une enquête à l'intérieur de la Ligue des droits de l'homme dans les années 20 pour savoir quid de la peine de mort, et on s'aperçoit qu'il y a des lieurs qui répondent oui, il faut couper la tête d'un criminel en fait. Donc, vous voyez l'évolution quand même des mœurs, jusqu'à l'abolition de 81. Donc, Robert Badinter avait été membre des droits de l'homme en 1972, il entre à des droits de l'homme, et il rentre à son comité central en 1976, il reste jusqu'en 80, puisque quand il devient ministre, ça c'est un élément, un ministre ne peut être responsable de l'association et ministre. La LDH, par exemple, a été très favorable aux défenseurs des droits, aux contrôleurs des lieux de privation de liberté. Cinquième ligne rouge, la question des peuples. La question des peuples, il faut bien se replacer dans le contexte. En 1898, quand elle naît, l'Empire colonial français est très peu critiqué. Il est censé apporter le progrès, la civilisation, etc. Et donc la Ligue des droits de l'homme, à ses origines, n'est pas anticolonialiste. Ce qu'elle critique, c'est les excès de la colonisation. Donc des actes contre, comme on dit à l'époque, les indigènes, qui apparaissent totalement inhumains. Il y a, à partir de 1905-1906, un début de réformisme colonial qui est proposé, donc avec un régime de justice, d'égalité, de fraternité, conforme au principe de la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est une formule issue d'un de ces textes. Donc en fait, elle est surtout favorable à une colonisation démocratique. Elle ne va pas utiliser l'expression, mais l'idée de donner le droit de vote à un certain nombre d'indigènes, en l'occurrence plutôt des élites indigènes. Si elle condamne la guerre d'Indochine, par exemple, elle est très surprise par ce qu'on appelle les événements d'Algérie, la guerre d'Algérie. Et c'est intéressant de voir son évolution au moment de la guerre d'Algérie. Elle accepte les pouvoirs spéciaux, par exemple. Elle ne critique pas les pouvoirs spéciaux. Mais en revanche, elle appelle à des réformes sociales. Elle critique l'utilisation de la torture. On voit bien dans par exemple, quand Daniel Mayer arrive à la présidence de la Ligue en 1958, ses lettres, c'est plus auprès du ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, c'est plus pour demander une clémence, etc. Mais il n'y a pas de grand discours anticolonialiste, clairement. C'est donc davantage la défense des droits des accusés que la défense, en fait, des droits des peuples. C'est après, en fait, progressivement, qu'on a une génération qu'on va qualifier de génération algérienne, à partir de 1958, qui va faire évoluer la Ligue pour s'opposer au colonialisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, très tôt, elle a mis, dès son origine, elle met en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais c'est surtout un droit des peuples pour les Européens, en fait. Donc, c'est la même chose d'ailleurs pour la SDN. La SDN met en avant le droit des peuples, mais c'est essentiellement pour les peuples européens, en réalité. Alors, elle a pu critiquer au départ des exactions en Chine ou ailleurs, mais finalement, elle n'est pas anticolonialiste. En revanche, la défense des minorités, clairement, donc des minorités nationales ou des minorités religieuses. Là, toute son histoire est marquée par ces éléments, les Polonais, les Tchèques, les Juifs au temps de la Russie des Tsars. Elle s'appuie sur des ligues sœurs, Ligue belge, Ligue allemande, etc. Elle est au départ de la création de ce qui va devenir la FIDH, donc en 1922. Là, c'est très clair. Et on reparlera de la question des réfugiés aussi dans les années 30. Les femmes, les droits politiques, des droits politiques à la libération, la question des femmes, c'est un autre point que je voudrais aborder. D'abord, on peut faire deux temps. Jusqu'en 1945, elles sont très rares. Si on fait le calcul, jusqu'en 1940, parce qu'il n'y a pas d'élection au comité central, il n'y a que 13 femmes aux différents comités centraux qui se succèdent entre 1898 et 1940. 13 femmes pour 193 hommes. Donc vous voyez, vraiment minoritaire. On a une Ligue des droits de l'homme qui n'est pas féministe.
clairement. Donc elle peut avoir quelques féministes dans ces instances de direction, mais qui sont plus en fait des pédagogues, qui pensent que par l'école, donc je pense à Jeanne Schmal par exemple. Alors, elle demande quand même, la Ligue des droits de l'homme, l'égalité politique des deux sexes en 1909, le droit de vote et d'éligibilité des femmes pour les scrutins municipaux en 1914. Elle pousse à l'enseignement pour les jeunes filles, comme on dit à l'époque. Elle s'oppose aux poursuites en matière de propagande, comme on dit à l'époque, anticonceptionnelle. Donc il y a l'affaire Alquier qui est importante, elle défend en fait cette question-là, mais il faut vraiment attendre le post-45, donc évidemment elle soutient le droit de vote des femmes, puisqu'on parlait du CNR. Je crois pas que ce soit je crois que c'est pas dans le programme du CNR. Non, excusez-moi, parce que le CNR ne prenait des décisions qu'à l'unanimité. Donc là-dessus, il n'y a pas unanimité avec les radicaux notamment, et donc ça n'a pas été abordé du tout. D'accord. Si on est sur le plus contemporain, on va dire depuis une soixantaine d'années, favorable évidemment au droit à la contraception, favorable évidemment au droit à l'avortement, lutte contre les mutilations sexuelles, demande de remboursement complet de la contraception, demande du renforcement des services hospitaliers pratiquant l'IVG, c'est aussi un élément par rapport à l'effectivité des droits, favorable aussi à l'égalité d'emploi, l'égalité de salaire, l'égalité de retraite. Elle a poussé par exemple dans les années 30 la reversion, ce qui n'était pas le cas. Et aujourd'hui, elle est pour l'égalité des droits avec les personnes LGBTI, clairement. Elle a applaudi à la réforme de 81, qui revient sur la répression anti-homosexuelle, et elle a poussé, si on prend simplement cet exemple aussi, au pacte d'action civile et de solidarité, comme à la PMA. Septième point, le tournant social de la Ligue, comment elle s'est intéressée aux droits sociaux. Alors, c'était pas évident pour cette association de classe moyenne et de bourgeois au départ. Le tournant, c'est 1903. C'est vraiment 1903, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'aller au-delà des droits inscrits, mais de conquérir des droits, et notamment ces droits nouveaux, c'est la deuxième génération de droits, qui sont les droits sociaux. Il y a une formule de Ferdinand Buisson qui dit, et j'aime vraiment bien cette formule, il existe une affaire Dreyfus partout où il y a un ouvrier qui souffre, un enfant sans instruction, un travailleur sans défense, un vieillard sans asile. C'est bien le signe de l'extrapolation de l'affaire Dreyfus. Et ce tournant social en 1903, il est pris notamment dans la défense des syndicats, qui sont extrêmement fragilisés, avant 14 comme après 14. Même si la Ligue s'interroge sur la question du droit de grève, par exemple, droit de grève pour les fonctionnaires, par exemple, d'autorité, elle n'est pas favorable. Il y a tout un questionnement à l'intérieur de l'association pour participer au programme économique et social du Front populaire en 1936. Et c'est Émile Kahn et Victor Bache qui poussent, qui disent oui, il faut aller. Et d'ailleurs, cette même année, en 1936, elle met en avant un complément à la Déclaration des droits de l'homme qui comporte les droits économiques et sociaux comme des droits importants. En fait, En 1945, je reprends ces formules. Il s'agit d'éliminer la domination de l'argent. Il s'agit d'assurer au travail sa place éminente dans la société contre l'oppression sociale. Elle se bat pour le plan, elle se bat pour la sécurité sociale. En 1954, elle demande un niveau minimum de vie, en 1954. Cette même année, en 1954, elle plaide pour un droit au logement. Et il y a un ligueur et résistant important, Georges Boris, qui va reprendre un certain nombre de ses propositions quand il représente la France au Conseil économique et social de l'ONU. Sous la Ve République, par exemple, elle est très vigilante à la question du pouvoir d'achat, à la question de la fiscalité, du chômage, et s'inquiète, et c'est intéressant, je la cite, c'est un de ses manifestes, sur l'évolution d'une société technicienne orientée vers l'expansion économique et la croissance de la consommation exclusivement, en fait. Donc il y a quand même une analyse de la société. Le vote de
de la loi relative à la retraite à 60 ans est applaudie par la Ligue, le revenu minimum d'insertion également, la loi sur le handicap également, hein. Mais en même temps elle va plus loin, crise économique, etc., les années 80-90, et la thématique de la citoyenneté sociale qui est portée par la première, donc avant la seconde, hein, présidente de la Ligue, Madeleine Rébervieux en 1991. Il y a aussi, vous voyez, au moment du premier centenaire de l'association, il y a une commémoration importante, il y a un nouveau manifeste, hein, qui est rédigé par le président de l'époque, Henri Leclerc, et qui critique la raison économique. Hein. Donc vous voyez comment on est passé de la raison d'État à la raison économique. Donc voilà. Et aujourd'hui, elle s'interroge beaucoup sur la montée de la précarité, la logique libérale, et notamment par rapport aux inégalités territoriales. 8e point, la question aussi de penser le monde. Alors j'ai évoqué l'ELIXIR, hein, donc la Fédération internationale des droits de l'homme, mais qui est très liée à la vie des droits de l'homme, hein, jusqu'en 1940 et même au-delà en fait. Hein. Le FIDH devient autonome véritablement dans les années 90 en fait. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle de certaines figures. On va prendre un exemple, Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein. Donc il y a René Cassin qui joue un rôle important. Hein, et René Cassin était délégué de la Ligue des droits de l'homme. Hein, on a une photo de lui, et pourtant il n'est pas dans la liste des délégués présents dans les comptes rendus des congrès. Au congrès de Dijon, qui va justement rédiger ce complément à la Déclaration française des droits de l'homme. Et en fait, il a dit ultérieurement que dans la Déclaration universelle, il s'était inspiré du complément auquel il avait participé, à la rédaction duquel il avait participé, donc en 1936, en 1948. Et il y a Henri Logier aussi, hein, donc leader aussi important, hein, qui va participer à la reconstitution de la Ligue en 1943 à Alger, qui est aussi un des rédacteurs de cette déclaration universelle. Premier élément. Deuxième élément, par rapport à l'Europe. Alors là, c'est assez compliqué, en fait, par rapport à la construction européenne. La CED, la LDH est contre la CED, c'est la Communauté européenne de défense en 1954. On considère que c'est par rapport à son pacifisme. Elle soutient le traité de Rome en 1957, elle soutient le traité de Maastricht en 1992, mais en même temps, elle est critique par rapport au traité signé depuis plusieurs années entre l'Union européenne et un certain nombre d'autres organisations régionales ou d'autres pays. Vous savez, les traités UE-Japon, UE-Canada, UE-Mercosur, hein, qui est mise entre parenthèses, etc., hein, en considérant que les droits du commerce sont privilégiés par rapport aux droits des citoyens. En fait, hein. C'est une Union européenne qui a été aussi davantage démocratique. Hein, davantage démocratique, comme on le voit bien, notamment au moment où il y a eu ce projet, vous savez, de TAFTA, hein, de traité transatlantique, où c'était quand même largement la boîte noire, en fait, hein, ce traité. Et donc, en revanche, elle est extrêmement favorable à la Charte des droits fondamentaux de l'UE, par exemple, hein, ou évidemment, hein, au-delà de l'UE, à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés. Hein, le rôle de René Cassin, j'en ai parlé, hein, puisqu'il a présidé la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, cette attention, elle apparaît aussi, par exemple, dans la création pendant un temps de l'Association européenne pour la défense des droits de l'homme, l'AEDH, ou par la création d'Euromed, hein, donc Euro-Méditerranée, droit, hein, donc créé en 1997. Hein. Et par exemple, elle participe au Forum civique européen depuis maintenant une vingtaine d'années. Et puis elle a mis en place d'autres structures, par exemple le collectif Rome-Europe, hein, donc la question des Roms en Europe, hein, vous voyez, elle se saisit des droits à l'échelle européenne, puisque c'est une échelle pour elle importante. Dernière chose à préciser, et là c'est plus récent, la question de l'écologie, du développement durable, etc., et de la Ligue. Oui, en travaillant récemment un peu plus sur l'histoire de l'association depuis 1945, je suis tombé sur ce congrès de 1979, congrès de la Ligue 1979, au lendemain donc, de la marée noire de l'Amoko-Cadiz, et le thème c'était environnement et société, 79 en fait. Hein. Donc c'est une question hein, qui est apparue très tôt, même si la prise de conscience, on va dire, est quand même plus récente au sein de l'association. C'est une association généraliste, hein, donc de toute façon il y a des associations qui sont spécialisées.
Mais évidemment, vivre dans un monde vivable, équitable, viable, ça paraît important par rapport à la question des droits humains. Et donc la question de la défense donc de la biodiversité, etc., c'est inséparable des autres droits, en fait, hein, à ses yeux. Il y a un groupe de travail donc, qui s'intéresse justement à cette question. La LDH a été très investie au temps de la présidence Jean-Pierre Dubois, voilà, au moment de la COP21, il y avait vraiment un gros investissement. Le groupe de travail, alors je ne suis pas sûr parce qu'il change souvent de nom, mais c'est Environnement, Développement Durable et Droits de l'Homme, je crois. En tout cas, à un moment, il s'est appelé ainsi. Une de ces universités d'automne, c'est-à-dire qu'il y a un congrès tous les 2 ans maintenant, mais tous les ans, oui, c'est ça, tous les ans, il y a une université d'automne qui est en fait, c'est une approche réfléchie de thématique. Oui, en 2016, la thématique était les communs, donc les biens communs, les communs. Donc pour vous montrer cette prise de conscience récente. C'est à quel congrès, je ne me rappelle plus, il y a aussi une résolution importante, c'est au congrès il y a 2 ans, je crois, qui a été votée sur cette question. Journée d'études, droit et environnement, vers quelle justice environnementale, là c'était en 2017. Donc voilà pour l'essentiel. Le combat n'est pas terminé, donc c'est sûr. L'association a été à la fois fragilisée et renforcée donc au printemps 2023, parce que ça a permis quand même des adhésions. Je crois que ça va être plus de 10 000 adhérents. Donc il y a eu à peu près 1500 adhérents qui ont été gagnés. On a doublé. Non, plus que ça, on a doublé. Ah d'accord. Presque okay. Pas, presque doublé. Presque doublé, d'accord. Et je trouve qu'il faut toujours rappeler, c'est Henri Leclerc qui souvent rappelle cette formule de Robert Badinter, qui dit toujours, qui disait toujours, la France n'est pas la patrie des droits de l'homme, mais c'est la patrie de la déclaration des droits de l'homme. À l'idée d'agir encore sur le terrain des débats, des combats, par rapport à l'humanité, il l'a cité avec un grand C, voilà.